Allons-y, parce qu'on a un horaire assez chargé. Alors, cette partie-ci de la conférence ou du colloque, ça va être une partie un peu plus interactive. Pas que l'autre ne l'était pas, mais on va essayer de faire parler des gens de l'industrie. Ce qu'on a pensé faire, c'est d'inviter deux gestionnaires dans l'industrie aérospatiale qui ont une expérience 4.0 puis de la partager avec vous sous forme de dialogue. Alors, vous allez voir, pour ceux qui connaissent Pierre et Danny, ça peut peut-être être plus difficile pour moi de gérer la conversation parce que ce sont deux verbomoteurs. Mais on a quand même 4 grands thèmes qu'on aimerait aborder au niveau 4.0, puis surtout comprendre c'est quoi leur réalité dans l'entreprise, comment ils vivent, et de passer des messages clés par rapport à votre expérience à vous. Fait qu'on va faire ça, on a 1 heure ensemble. On va essayer de faire le dernier 15 minutes où vous aurez l'occasion de poser des questions. Mais si jamais vous avez un sujet brûlant que vous voulez absolument lever la main, je pense qu'on pourra s'organiser pour le faire. Ça vous va? Ça, c'est déjà commencé. On t'écoute pas. Alors, je vais reprendre le contrôle de l'agenda. Peut-être qu'on pourrait commencer rapidement, juste pour vous présenter, puis présenter votre entreprise aussi, rapidement. Oui, rapidement, parce qu'on n'a pas parlé ici pour parler de... À moins que quelqu'un veuille acheter un train d'atterrissage. Non. Alta Précision, je suis chef d'exploitation, 20 millions de chiffre d'affaires. On double notre chiffre d'affaires dans les 2 prochaines années. Donc, il faut rehausser la rentabilité. Donc, le virage vers le 4.0 est essentiel. Combien d'employés, Pierre? Une centaine, 110 à peu près. Dans un contexte syndiqué? Non syndiqué sur 2 sites. Merci. Danny Dumont, directeur général Tecali Aéronautique. Nous, entreprise de plaquage one-stop shop qu'on appelle, donc plaquage mouillé, plaquage sec, grinding, owning, assemblage mécanique, première étape, un peu de machining. Donc, on touche à beaucoup de volets. 120 employés, 125 en fait, hein, c'est ça? 124 hier qu'on a dit. Non syndiqués aussi. Parfait. Puis, il faut dire qu'Alta a une position de 16 % d'équité dans la compagnie de Danny, donc il est mieux de faire une bonne job. C'est juste 16 %. Oui, je sais. On va commencer par la base. Comment ça a commencé 4.0 dans vos entreprises? Ça a parti de où l'idée? Ça a germé de où? Puis on est rendu où chez vous? Puis c'est quoi les impacts? Okay. Alors, comment ça a commencé, Pierre? Moi, c'est une longue histoire. C'est un sujet d'à peu près 2 heures. Je pense pas qu'on a ça. Mais il faut dire que mon premier contact avec le 4.0, c'était pas chez Alta Précision. C'était il y a à peu près 7 ans. Puis le gars qui m'initiait à ça était à ma gauche. Danny est venu me voir, il dit « Hey man, c'est capotin, il dit, regarde ça, les nouveaux iPhones, regarde ça, des iPads, ça va changer notre monde, ça, cette affaire-là. » Puis on avait embauché à ce moment-là un jeune de l'université, puis on avait commencé un projet qui était très prometteur, puis rapidement, on s'est aperçu que la direction ne suivait pas. Donc, Danny a été relocalisé. Moi, j'ai quitté pour un autre poste, puis, mais à ce moment-là, j'avais compris déjà, il y a 7 ans, que le monde était en train de changer. Chez Alta Précision, pour revenir à Alta Précision, la compagnie est en pleine croissance. Elle a évidemment, c'est une game de cash. On a entendu la valorisation des entreprises, c'est énormément de capitalisation dans une compagnie dans l'aéronautique. Donc, tu cours après ton cash continuellement. La valorisation est basée sur combien d'équités que tu as, combien de machines que tu as, combien de contrats que tu as. Puis, on n'évalue pas, on ne valorise pas la propriété intellectuelle. On ne valorise pas le cheminement vers la numérisation. On regarde nos performances, puis on est douteux du futur. Donc, moi, j'avais commencé à regarder à peu près 16. Je suis un redresseur dans l'âme, hein, c'est ça que je fais, je redresse des entreprises. Puis, quand j'ai vendu ma dernière entreprise, j'ai regardé 16 états financiers de 16 entreprises différentes. Puis, je suis un ancien de GE, donc j'avais consulté beaucoup de mes chums aux États-Unis chez GE, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Là, ils me parlaient des projets pilotes sur le 4.0 avec des robots collaboratifs, la fabrication additive, le big data. Puis là, ils m'expliquaient tout ça. Puis là, j'ai réalisé rapidement qu'il y avait que le monde était en train de changer, puis rapidement. Puis si on passait à côté, on serait en trouble. Puis j'ai regardé 16 états financiers de 16 entreprises,
Puis on me disait chez GE qu'il fallait que leurs résultats, leur projet pilote, avec la numérisation, leur amenait des gains de l'ordre de 40 %. J'ai commencé à regarder les 16 entreprises, les 16 états financiers, puis là, je réalisais que tout le monde était en difficulté sérieuse. Et on parlera de d'autres affaires, parce que je peux parler pendant 2 heures, puis j'en ai probablement déjà trop. Je vais faire le lien avec ce que Pierre dit. En fait, on s'est connus dans une ancienne entreprise. Puis moi, ce qui m'a allumé sur le 4.0, en fait, c'était avant qu'on appelait ça 4.0. J'achète un iPhone, j'ai un problème d'iPhone, je m'en vais chez Apple, puis là, je vois que tu rentres chez Apple, puis ils ont le iPhone dans les mains, ils ont une zappette là, de barcode, puis ils font tout de leur téléphone. Puis là, j'ai dit, hey, wow, c'est fantastique, ça prend ça dans l'usine, parce que moi, dans l'usine, je veux contrôler le data, je veux voir ce qui se passe, je veux comprendre ce qui se passe, je suis un féru de compréhension. Donc, je vais voir Pierre, puis j'ai dit, hey, Pierre, ça prend ça. Il faut qu'on développe une apps pour mettre dans l'usine, pour voir comment ça fonctionne, puis aider nos employés à opérer nos machines plus efficacement. L'idée initiale, c'était de dire, on demande aux employés d'opérer 2-3 machines. Quand la machine arrête, je veux que ça buzz, puis ça leur dise, OK, ta machine vient d'arrêter, va sur telle machine, change ton setup, prépare la prochaine pièce, repart la machine, puis va sur... Fait que c'était ça, là, 7-8 ans. Puis, comme Pierre dit, on a quitté. J'ai quitté pour aller dans une autre entreprise. Arrivé dans l'autre entreprise, même chose. Je rentre dans l'entreprise, on refait le layout complet, on connecte les machines, on développe des outils. Là, c'était une game de programmation de pièces, de développement, de croissance importante. Fait que là, on s'est concentré sur quels sont les outils pour aider puis automatiser, maximiser le rendement du processus de programmation. On a développé des outils pour permettre ça. Puis pour ceux qui connaissent un peu le machinage, j'étais dans le machinage à ce moment-là, on a développé à peu près 800 part numbers en 6 mois, machinés, FAI fait, livré client, pour pouvoir ramener des ventes rapidement dans une business où il y avait un shift. Là. On était avec Bell Hélicoptère beaucoup, puis Bell, là, 3 ans, a eu une baisse importante de leur vente d'hélicoptères. Donc, on avait un impact. Il fallait rentrer pour conserver les emplois dans l'entreprise. C'était important. Fait que comment on arrive à conserver nos emplois en développant puis en rentrant des jobs. Donc là, on s'est concentré sur, on vient à nos data, comment on peut optimiser le processus de programmation puis intégrer nos données pour arriver à ce que nos programmeurs arrivent à développer rapidement. Puis là, j'arrive chez Tecalia. Chez Tecalia, il y avait déjà plein de choses qui ont été faites. Puis quand je suis arrivé, c'était comme arrêter le process de 4.0. Chez Tecalia, il y a du 3D printing qui se fait depuis 2008 pour masquer puis intégrer les pièces. Les systèmes sont déjà tous intégrés. On a les systèmes de bassins redresseurs, les systèmes sont tous connectés avec des captures en temps réel. Donc, on a des Internet of Things, c'est connecté depuis 2010, avant que j'arrive. Mais tout a arrêté là. Donc, dans le process de 4.0, il y a une séquence. On peut se rendre jusqu'à l'automatisation. Chez Tecalia, ils ont arrêté la première étape où il y a des systèmes de surveillance et c'est tout. Puis, je me suis mis à me questionner pourquoi, puis qu'est-ce qu'on fait pour faire les prochaines étapes. Est-ce que, quand tu parlais tantôt, Pierre, j'ai regardé les PNL, puis là, il y avait comme une urgence d'agir, puis un peu la même chose que ce que tu viens de dire, Danny. Est-ce que ça prend nécessairement une problématique pour dire on s'en va dans le 4.0 ou il faut y aller? Est-ce que ça prend une cause, un clash important pour dire, bon, bien là, on n'a pas le choix, ou bien on peut faire une démarche logique et dire on va y aller tranquillement? Bien, je pense que si il y a assez de monde qui disent que tu vas mourir et tu continues à ne pas le croire, je pense que ça ne te motive pas. Il n'y a pas grand-chose qui va te motiver. Là, mais si on veut se donner le droit de dire, OK, on tasse celle-là comme une raison, pourquoi d'autres le faire? Bien, la deuxième, c'est la rentabilité et la croissance. C'est les 2 éléments les plus importants. Au cœur de notre réflexion stratégique qui nous a amenés vers le 4.0, ça a commencé avec une première hypothèse qui dit qu'il faut que j'amène mon BAIA, après l'analyse financière que j'ai faite, il faut amener notre BAIA à 40 %. C'est-à-dire qu'il faut réduire nos coûts d'opération de 30 %. Après ça, on a décanté ça, puis on a dit, bien, OK, comment on va faire ça? Bien, pour comprendre l'impact du chiffre, si la rentabilité, tous les entrepreneurs sont en business pour faire de l'argent, qui sont bien menteurs, puis tu comprends l'impact du chiffre, tu réalises très rapidement, puis on l'a décanté, il fallait qu'on coupe notre main-d'œuvre directe de 60 %, notre main-d'œuvre indirecte de 40 %, il fallait rehausser les temps de cycle de 35 %, puis
puis il fallait réduire nos coûts d'achat de 20 Puis si tu faisais ça, tu arrivais à des BAYA de 40 des marges nettes de 30 qui est la viabilité de l'entreprise pour le futur. Donc, le dollar, le mighty dollar, nous a motivés clairement. Puis quand tu réalises ça, la deuxième affaire que tu dois réaliser, c'est de faire les choses de la même façon. Ça ne marche plus. Ça prend des paradigmes. Le 4.0, c'est un paradigme. C'est juste c'est différemment, là. Mais c'est exactement ça, c'est de faire les choses complètement différentes. Puis quand tu réalises ça, plein de choses dans ta vie viennent changer. On en reparlera tantôt, mais la motivation principale, c'est la rentabilité de l'entreprise, sa pérennité, sa croissance. Parce que je challenge n'importe qui ici dans la salle qui est entrepreneur de dire qu'ils vont réduire ou réduire leur coût de 30 qu'ils vont faire ça sans un paradigme comme le 4.0. Je m'excuse. Des souliers pointus. Si tu vas avoir 2-3 de gain, des souliers pointus, là, puis c'est rien que ça que tu as besoin. Mais si tu veux 30 c'est le paradigme. Je vais aller dans le même ordre d'idée, là. En fait, ça prend deux choses, selon moi. Bien, en fait, ça peut se faire en deux temps. De l'expérience, de ce que moi je vois, c'est qu'évidemment, ça prend une prise de conscience importante. Comme M. Proto disait d'APN, il faut faire un changement drastique. Donc, on parle d'un paradigm shift. Il faut shifter drastiquement, puis il faut que l'équipe de gestion shift drastiquement. Puis là, on revient à la question de Christian tout à l'heure. En fait, c'est que si on essaye de voir trop gros, puis ça, c'est mon deuxième temps, de voir trop gros puis de vouloir faire un changement massif, important, rapidement, bien là, ça devient complexe. Puis plus c'est complexe, plus c'est long, plus c'est lent. La beauté du 4.0 aujourd'hui, c'est que ça peut être simple, rapide, efficace. Puis, tu sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, là. Bien, on peut prendre une petite bouchée dans un département, puis c'est ça la beauté. Des systèmes pour connecter des machines, par exemple, bien, il y a plusieurs années, ça coûtait des fortunes. Aujourd'hui, tu achètes un Raspberry Pi qui vaut 25$, c'est un ordinateur, là, c'est vraiment un ordinateur. Tu branches ça, tu vas capter tes données, puis là, tu peux commencer déjà à faire de la valorisation de données comme APN l'a fait. Puis ça, tu peux faire des projets en bas de 1000$, puis tu viens de au moins capter des données dans un département pour au moins commencer à vouloir mettre de l'intelligence. Fait que moi, je pense que la bonne approche, c'est de dire, comme dirigeant, il faut prendre conscience du paradigm shift. Là. Le monde a changé. Tu sais, des Google et des Facebook, là, ils font 40% de marge de profit net bottom line. Là. Bien, ça existe, puis c'est ça qu'il faut viser. Comment on y arrive maintenant? Puis après ça, c'est quelles sont les petites étapes que je peux faire rapidement pour que, dans mon entreprise, le shift happen. Là. Le paradigm shift happen. Donc, en parlant de changement, vous êtes bien conscient du changement important qu'il faut le faire. Comment maintenant on implante ce changement-là dans l'organisation? C'est quoi les étapes? Puis est-ce que c'est un exercice de « il faut que je te convainque », est-ce que c'est un exercice de gestion du changement qui prend 2, 3, 4 ans? Ça peut se faire rapidement? Comment ça a fonctionné chez vous? Moi, je suis arrivé, je me suis planté dans un bureau, dans la salle de conférence, parce que je voulais beaucoup de nœuds pour écrire. Puis j'ai fait une réflexion stratégique. J'avais fait une réflexion stratégique sur une vision. Je l'ai présenté à Guillermo, puis là, il me dit, bien, viens faire ça chez nous. Mais il faut se préoccuper de tout. La structure organisationnelle, la culture. Donc, on s'est donné une vision de la culture, c'est-à-dire qu'on voulait passer vers une gestion générale, traditionnelle, où ce que Pierre il dit à tout le monde que c'est faire, puis ils vont le faire, à une gestion participative, où ce que maintenant, les gens avec les cheveux gris deviennent des mentors, ils deviennent des coachs, ils accompagnent leur main-d'œuvre. On passe à une gestion participative. Nos employés ont donc des trousses d'outils lean. C'est eux qui prennent des décisions au plancher en real time. Le boardroom se déplace de la salle de conférence au plancher. Donc, il faut adresser la culture, il faut adresser la structure organisationnelle. Nous, on a renversé notre structure organisationnelle, la pyramide traditionnelle, où Pierre est en haut, ouh, yeah, top of the pyramid. On l'a renversé. C'est pas juste symbolique. On a mis les employés en haut, puis Pierre est en bas de la pyramide. Puis le message qu'on passe en faisant ça, on dit à nos employés, vous êtes maintenant responsables, vous avez la responsabilité. Moi, je suis là pour vous aider. Je travaille pour vous. Ça, là, c'est malade, là, ce style-là. Je travaille pour vous.
La première fois que j'ai fait ça, en passant, hein, ça a créé le bordel. Tous mes directeurs ont tous quitté parce qu'ils étaient tannés de se faire dire par leurs employés qu'est-ce qu'ils avaient de besoin puis qu'est-ce qu'ils s'attendaient, qu'eux s'attendaient de leur boss. Mais on n'a pas ça au travers de ça, mais après ça, ça marche, ça roule. Il y a plein de gens qui se responsabilisent comme ça. On a voulu faire d'autres changements dans l'entrepreneuriat elle-même, le concept de l'entrepreneuriat. Il y a un principe de base que moi je constate, c'est que la technologie, le 4.0, appartient aux jeunes, tandis que l'entrepreneuriat appartient aux têtes grises comme moi. Là, il y a un gap il y a un gap technologique et générationnel qui vient s'imbriquer dans le 4.0. Donc, on parlait de compétences tantôt. Il faut ramener du talent à l'interne des jeunes, puis il faut également prendre du temps pour faire comprendre aux entrepreneurs qu'ils doivent lâcher prise. Ça, c'est pas évident. Mais j'ai fait le petit test l'autre jour, j'étais à l'ETS, je donnais une conférence, puis j'ai dit, il y a combien de personnes ici dans la salle qui connaissent la technologie du LiFi? Ici? Tu sais, il n'y a pas personne. À l'ETS, il y avait plein de docteurs, il y avait plein de professeurs. Le seul qui s'est levé la main, c'était un jeune, je suis sûr qu'il ne se rasait pas. Mais lui, il connaissait la technologie du LiFi. Bon. Le LiFi, en passant, c'est l'idée de... C'est comme le Wi-Fi, excepté tu fais vibrer la lumière, puis tu peux passer des banques de données d'informations, comme le Wi-Fi. Donc, dans un environnement où il y a beaucoup d'electromagnetic interference, ça devient intéressant. Mais imaginez-vous, là, si que tous les dirigeants de l'entreprise ne connaissaient rien de ces genres de technologies-là, puis on n'imbrique pas le lien. Donc, nous, on a mis un grand système de mentorat. On a renversé, on n'embauche plus des gens d'expérience. Quand on embauche quelqu'un avec de l'expérience, c'est dans le but qu'il devienne un mentor, un coach. Donc, les jeunes qu'on a embauchés, on a embauché 5 ou 6, des mécatronics, des ingénieurs industriels, un peu à la Yves tantôt qui disait que le niveau d'ingénieur a augmenté. Chez nous, c'est la même chose. Mais après ça, je fais un projet MAC dans lequel je fais tout le schéma, les procédures de la chaîne d'approvisionnement. La petite fille que j'ai embauchée, Oumema, ingénieur industriel, puis la première affaire que j'ai dit, lui, là, le directeur de la chaîne d'approvisionnement, tu n'y parles pas. Parce que si tu y parles, il va te dire comment faire les choses à sa manière, puis sa manière est passée. Je dis, toi, ta mission, c'est d'apprendre c'est quoi la chaîne d'approvisionnement, puis de mettre les nouveaux processus ensemble sans intervention humaine. Que tout soit interconnecté. Là, elle m'a dit que j'étais fou. Après ça, elle a pris la job, elle est venue chez nous. Puis, je vous dis, j'ai fait une rencontre avec elle hier. Elle me fait capoter, là. Elle est déjà dépassée, bien loin de ce que moi je voulais qu'elle aille. Mais ça, c'est dur. C'est dur pour un entrepreneur de penser pour 2 secondes que la réponse n'existe pas dans l'expérience, mais elle existe dans la jeunesse, dans le talent. Parce que les jeunes sont paresseux de nature. C'est parfait, ça. Ils cherchent, ils se servent de la technologie pour contourner le fait qu'ils ne veulent pas travailler. I love it. Okay? Dans un peu le même ordre d'idée, moi l'approche que je prends, c'est, je pense que les gens s'adaptent aux situations dans lesquelles ils sont. Fait qu'après ça, il faut les mettre dans une situation où ils doivent s'adapter à ce que tu veux qu'ils s'adaptent. Fait que la place où j'étais avant, on a changé le layout complet, on a bougé toutes les machines, on a refait le layout. Puis l'idée, c'était de dire, bien, il y a un changement, fait qu'il faut changer. Où je suis là, on fait la même chose. Là, on est en train d'intégrer le bureau d'ingénierie, par exemple. Bien, on a tout, c'est basique, là, on a tout refait le bureau, les planchers, peinturé, puis là, on ramène l'équipe ensemble. Puis là, bien, ils n'ont pas le choix de vivre un changement. Puis à partir de là, ça, on vient de changer la place. Là, on va commencer à changer les process. Fait que je reprends la maxime de Darwin. Là. Bien, les gens vont s'adapter à ce nouvel environnement-là, à ces nouveaux process-là. Sinon, bien, ils vont aller ailleurs parce qu'ils ne seront pas heureux dans ce qu'ils font. Puis ça va être des gens qui vont avoir le goût de ça, qui vont participer, qui vont rentrer dans le nouveau process, dans la nouvelle place. Mais les gens, tu sais, on déménage l'environnement, les enfants, on se dit, ils vont s'adapter à tout, c'est la même chose. Les employés, ils ont le goût que ça fonctionne. Ils ont toujours le goût que ça fonctionne. Ils ont toujours le goût de s'adapter. Puis après ça, tu sais, on voit souvent le dessin ou la photo, là, tu as un chemin, puis tu as un chemin comme ça, puis là, il y a un parcours que le monde y passe parce qu'ils ne font pas le contour. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo-là, parce que les gens
créer le process, créer le changement, il faut leur laisser la capacité de le faire. Puis autour de ça, bien là, il faut que tu engages les gens qui viennent se greffer à ça. Nous, chez nous, on a engagé, bien, on est en train de migrer notre ERP, puis on le fait rapidement, puis on s'adapte au ERP natif. Puis la personne qui est en charge de ça est en train de faire une maîtrise et elle s'enligne pour son doctorat en intelligence artificielle puis en programmation génétique. De mon côté, je reviens à l'exemple de la pyramide inversée. Les changements qu'on a faits chez nous, chez Tecalia, dans les derniers 12 mois pour pouvoir repartir le processus de 4.0, bien, on a complètement automatisé le processus de planification, par exemple. J'avais 3 planificateurs, j'en ai plus. Est-ce qu'ils sont encore là? Bien oui, on les aurait affectés à des tâches où la compétence qu'il y avait, bien, on leverage leurs compétences dans d'autres volets de l'entreprise. Puis le processus, bien, j'ai codé l'algorithme personnellement. Je suis allé faire du code SQL, puis je suis allé coder pour montrer aux gens, puis à mes directeurs, puis aux équipes, qu'on est là pour aider nos équipes. Donc, on est là pour travailler pour eux puis les aider à automatiser leur processus pour qu'eux autres prennent. Fait que là, le prochain défi, c'est comment on arrive avec ces gens-là à les coacher, mais les former eux aussi pour aller plus loin avec les outils et les technologies qu'on est en train de mettre en œuvre. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'abandonner le monde avec le bateau qui s'en va, là. Moi, je veux les embarquer dans le bateau, puis oui, c'est plus dur, là, c'est très difficile des fois, mais tu embarques le monde dans le bateau, puis c'est là qu'on va. Puis comment j'arrive à les former à utiliser ces technologies-là, puis à prendre les technologies, puis amener à la prochaine étape. Puis la beauté du 4.0 maintenant, c'est que ces outils-là sont de plus en plus faciles à utiliser. Je regardais, mettons, des outils, je fais des cours de programmation beaucoup. Là, on parlait des cours gratuits en ligne, là, les MOOC. Là. Je suis connecté à tous les soirs, puis je fais des MOOC à tous les soirs. Puis à il n'y a pas de vie, mais il est smart. Non, c'est ça. Comme dirait ma grand-mère. Je me lève à 5 heures, me couche à minuit, puis le reste du temps, je travaille. Fait que, mais la programmation qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du langage très complexe, là, c'est des blocs. Là. C'est la programmation par bloc. Fait qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on peut donner à nos gens pour faciliter la compréhension des algorithmes, l'utilisation des algorithmes, l'évolution de ces algorithmes-là. Fait que là, c'est comment on amène nos gens à aller vers là. C'est ça les prochaines étapes du défi. Là. Nos équipes, il faut qu'ils prennent conscience que c'est nécessaire pour eux, qu'ils veulent se former puis qu'ils veulent aller plus loin. Puis à date, moi, dans mes expériences, la beauté, que ça soit syndiqué ou pas syndiqué, parce que j'ai été dans les deux mondes, bien, les gens embarquent, ils veulent, puis ils veulent le succès de leur entreprise. Puis c'est ça qui est merveilleux. On parlait tantôt un peu au niveau des coûts, parce qu'il y a une notion de coût reliée à tout ça. Hein? Implanter du 4.0, il y a une notion de, bon, il faut le faire, on n'a pas le choix, mais il y a un coût. 80% de nos entreprises au Québec, c'est des PME, donc ça, c'est notre tissu. Ça coûte cher ou ça coûte pas cher? Puis comment on justifie le ROI sur un investissement de 4.0? Ça, c'est un sujet là, qui est tough, OK? Parce qu'on arrive du monde physique, là, notre expérience qui nous dit qu'il faut acheter des machines, c'est surtout dans l'aéronautique, la capitalisation, c'est coûteux. Nos banquiers sont prêts à supporter un projet où tu achètes une nouvelle machine, mais quand tu leur dis « je veux supporter un projet dans lequel je veux développer de la propriété intellectuelle, je veux développer des algorithmes décisionnels, de l'intelligence artificielle, je veux connecter mes systèmes que j'ai en place ». La première affaire que le banquier va te dire, c'est « pas de ta mauvaise place ». Parce que lui, il veut capitaliser, il veut, tu sais, acheter une machine que tu n'as pas de besoin, là, ça, ah ouais, man, on va le mettre, le Développement économique Canada, puis je veux pas. Eux autres vont te supporter, puis il y en a du cash pour ça. Mais là, tu dis, tu veux développer un programme, tu veux créer une connectivité. Là, ils pensent que tu es sur une autre planète. Puis, donc, en partant, là, il n'y en a pas d'argent. C'est difficile. Heureusement, il y a des projets comme Mac, puis MacFab 4.0 qui existe, parce que si ce n'était pas de ça, là, on serait laissé vraiment au dépourvu. L'autre chose qui nous sauve, c'est que le ROI et le coût, comme Danny l'a mentionné, le ROI se fait quand même rapidement, avec un bon retour sur tous les investissements, avec très peu de coûts. C'est la magie du 4.0, c'est d'embarquer tout ton monde dans l'équation, parce qu'il y a tellement d'opportunités. Un senseur de GPS pour
Pour 5 piastres, tu peux acheter ça, puis tu peux mettre ça sur un micromètre. Puis tu peux le tracker dans ton usine. Ça t'a coûté tellement peu par rapport à le temps que tous tes machinistes perdent à chercher ce mot, tu as dit micromètre-là partout dans l'usine. Donc, le ROI se fait vite, ce n'est pas des gros coûts. Les premiers éléments ne sont pas dispendieux. Heureusement, parce que le système financier ne supporte pas ce genre de logique-là. Puis c'est une des problématiques. Ceci étant dit, on s'est embarqué dans un projet de 3,5 millions sur 3 ans. Et en passant, il n'y a pas personne qui est plus à court de cash que nous autres. Donc, si nous, puis cette année, on va dépenser à peu près 990 000. Okay? Une partie va être subventionnée au travers de l'initiative MAC 4.0, mais il y a bien de notre cash, de nos poches, de mes poches, qui est embarqué là-dedans. Donc, tu sais, quelque part, c'est parce qu'on est convaincu de l'affaire, mais puis on veut aller plus vite, principalement parce qu'on a doublé notre chiffre d'affaires, puis là, l'opportunité est là. On ne peut pas attendre 2 ans pour avoir ça. Mais ce n'est pas obligé d'être aussi drastique que ce qu'on fait. Nous, on le fait, puis on serre les scènes, puis on serre les dents, puis on fait ce qu'on a à faire pour make it happen. Vous autres, Danny? Moi, ma philosophie là-dessus, ça fait plusieurs années que j'utilise cette maxime-là, puis il y a des gens qui la reprennent aujourd'hui. Fait que c'est think big, start small, execute fast. Okay? Fait qu'il faut penser là, le système, il faut réfléchir, mais après ça, si tu veux faire quelque chose de trop gros, trop complexe, ça devient trop dur à justifier, puis ça se fait pas. Fait que prends un petit projet, puis fais-les vite. Donne un premier résultat. Prends un deuxième projet, fais-les vite. Prends un troisième, fais-les vite. Puis le plus vite tu le fais, c'est un principe du compound effect, là, le principe de l'intérêt composé. Un va bénéficier à l'autre, l'autre va bénéficier, puis à un moment donné, ça se bâtit tout seul. Tantôt, je donnais l'exemple de connecter des machines, un Raspberry Pi, Arduino aussi, il y a d'autres systèmes, d'autres mécanismes, là, mais c'est 10-15$. Tu as un ordinateur avec un port HDMI, tu connectes ça sur une télé, il y a une carte Wi-Fi. Après ça, tu veux connecter ta machine, bien, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un de mes collègues d'une autre compagnie. Eux autres, ils ont pris un logiciel open source, ils ont modifié le code un peu, ils sont capables d'aller pigner la machine pour voir elle marche-tu, elle ne marche pas. Fait qu'ils ont pris un logiciel open source pour connecter des ordinateurs puis valider des salles de serveurs. Puis ils l'ont modifié. Fait qu'au lieu de valider un ordinateur dans une salle de serveur, ils valident une machine CNC dans une usine. Ça leur a coûté 500$ de modification de code. Je vous dis, il y a des choses rapides, simples, faciles à faire. Il faut juste être ouvert d'esprit puis penser qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, puis après ça, on exécute rapidement. Fait qu'il y a des situations qui peuvent être faites excessivement rapidement, facilement, peu coûteuses. Puis c'est avec ça que tu leverages pour les gros projets qui sont massifs. J'imagine que ça a changé beaucoup de choses au niveau des compétences des gens que tu avais chez toi, dans l'entreprise. Parle-nous-en un peu les compétences. Qu'est-ce que ça... Est-ce que maintenant, il y a moins de back-office, il y a plus de back-office? Comment ça... Oui, c'est un bon point. L'entreprise où j'étais avant, le mix, tu sais, à la fin, là, le nombre d'employés global de l'entreprise était le même, mais le mix avait changé. Même principe qu'APN. Fait qu'on a refait les bureaux d'ingénierie, même chose. Puis là, on est parti, quand je suis arrivé à l'autre entreprise, il y avait un technicien, 0 ingénieur. Quand je suis parti, il y avait 6 ingénieurs, 2 techniciens. Puis là, bien, ils travaillaient en team avec l'usine pour vraiment arriver à mettre en œuvre rapidement des nouvelles pièces. Puis là, la vitesse d'exécution était excessivement amplifiée. Où je suis là, on est en train de faire le même modèle. J'ai dit tantôt, j'ai engagé le jeune que j'avais engagé en stage, je l'ai réembauché où ce que je suis là. Il finit sa maîtrise comme je disais tantôt, en programmation génétique, en intelligence artificielle. Fait qu'on fait des projets ensemble. Moi, je suis en train de finir ma maîtrise en production 4.0. Je suis en train de regarder prochaine étape, c'est quoi le doctorat, dans quel domaine. Je pense que c'est en montrant des exemples comme ça, puis en engageant des gens comme ça autour de nous qui vont être capables de nous amener plus loin. Il faut se sentir interpellé puis challenger, puis il faut que les gens aient cette ouverture-là. Puis les gens dans l'entreprise, maintenant, on se laisse surprendre. Là, souvent, l'employé, c'est un opérateur de machine, mais chez eux, le soir, puis les fins de semaine, il fait des mocks, là, puis il trippe à programmer, mais ça m'est arrivé. Là, on pogne un gars de l'usine, là, puis wow, c'est hot ce que tu fais, gars, voici, puis lâche la machine, programme, puis
fais-moi du code, puis mets-moi des algorithmes là-dedans. Puis ça m'est arrivé à 2 reprises là, dans l'ancienne. Puis là, j'ai un cas comme ça où ce que je suis, où ce que c'est un jeune d'usine qui lavait des pièces dans un vapor de grease, puis wow! Fait qu'il faut s'ouvrir à ça aussi, là. Vous autres, Pierre, ça a fait quoi comme changement au niveau des compétences, puis de qui t'embauche? Puis surtout, la question qui me vient à l'esprit, c'est, je t'entends, là, puis je suis un machiniste, j'ai peur. Là. Si je me modifie pas, si j'apprends pas, puis si, mettons, je l'ai jamais appris, ça me fait peur. Il y a 3 grandes pattes au tabouret qu'on est en train de bâtir sur le 4.0. Une des pattes, c'est la gestion des données. C'est le big data. Qu'est-ce qu'on va faire? Se donner une gouvernance des données, ça devient important. La deuxième grande patte, c'est le KPI. Le KPI du futur, c'est le temps. Il y en a juste un. Arrêtez de mesurer on-time delivery ou qualité. Tout se mesure en temps. Le pic puis le spread. Celui qui est le plus important, ce n'est pas le pic, c'est le spread. Contrôler les éléments. Le troisième grand pilier, c'est les ressources humaines. Cette idée, puis ça m'agace, d'attendre les gens à me dire tout le temps, bien, le 4.0, ça menace des emplois. Le 4.0, ça rend les gens inconfortables au plancher. Non. Quand les machines numériques sont arrivées au plancher, les opérateurs de machines étaient-ils préoccupés de ça? Non, ils ont pris des cours, mais ils se sont remis à niveau. Il faut faire la même affaire. Il faut prendre nos employés, il faut les accompagner dans ce changement-là. Il faut qu'ils comprennent que leur travail, leur responsabilité, puis la base d'outils qu'ils vont avoir à travailler avec va être différent. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Mais il faut, si on commence à penser qu'on va juste faire radicalement laisser aller tout le monde je pense que c'est pas... Il faut comprendre que le 4.0, il y a des nouveaux mots qui sortent de ma bouche qui ne sortaient pas avant. Avant, je parlais toujours d'être compétitif. C'est avec le 4.0, je parle d'être dominant. Compétitif is not good enough anymore. Il faut être dominant dans ça. Il faut développer un système manufacturier intelligent pour son entreprise dans lequel on contrôle tous les aspects que tout le monde nous envie, ou que la valorisation de l'entreprise devient pas le fait que tu as un carnet de commandes, mais parce que tu as un système manufacturier intelligent. Moi, là, je suis vieux, hein, moi, je perds mes idées des fois, mais je vais revenir sur une des affaires que... moi, je suis proche de la retraite. Tu sais, je n'ai pas de l'air, j'ai de l'air peut-être d'un gars de 30 ans, là, mais tu sais, je m'en vais j'approche la soixantaine. Donc, j'ai mon gars qui est dans l'entreprise. Moi, je suis en train de préparer le futur dans l'entreprise. Puis le futur, il faut que tu embauches beaucoup de jeunesse. Ça fait un des éléments de compétence. Beaucoup d'ingénieurs, genre c'est le même thème qui revient. Mais je fais une distinction un peu. Quand on fait un projet dans une entreprise, une des choses qu'on fait toujours, c'est souvent, on donne le projet aux gens au plancher. Puis ça, c'est une erreur. Je pense que vers le 4.0, il faut que tu crées une masse critique ailleurs, c'est-à-dire des embauches, des ingénieurs, tu leur donnes des projets, puis tu mets les gens de plancher en accompagnement avec cet individu-là. Un, ça va donner un point de focus au projet, et deux, ça va permettre un lien entre le plancher et l'évolution du projet. Parce que ça ne peut pas arriver de l'extérieur. Moi, ça me fait capoter le montant de consultant depuis que tout le monde pense que je connais quelque chose sur le 4.0. Le montant de consultants qui m'appellent pour m'offrir leur service. Je ne veux pas de service du consultant, hein, je m'excuse. Mais ce qu'on parle aujourd'hui, le savoir-faire, puis le savoir-être, puis le savoir de tous les autres savoirs là, que les universités nous disent qu'il faut avoir, il faut que tu le crées dans l'entreprise. Puis ça, c'est 15 minutes. Ça veut dire Pierre, arrête de parler. Mais c'est ce savoir-là, il faut que tu le crées dans l'entreprise, il faut que tu le fasses par des embauches, il faut que tu amènes cette nouvelle culture-là séparément dans l'entreprise, qu'elle amène des projets, puis qu'elle crée et tisse un lien d'accompagnement avec les gens au plancher. C'est comme ça que tu vas réussir à transformer l'entreprise. Puis avant longtemps, tu vas t'apercevoir, comme Denis l'a dit, que tu as quelqu'un en arrière qui fait du débavurage, mais qui fait de la programmation le soir, puis là, il se voit un tout nouveau métier, une toute nouvelle valeur ajoutée à l'entreprise. Là, tu récupères tout ça, ce beau monde-là.
Puis là, tu es reparti pour la gloire. Merci. Donc, c'est notre dernier 15 minutes. C'est la période où on va l'ouvrir à tout le monde pour des questions à nos deux panélistes. Alors, la parole est à vous. Salut Marc. Dans ce que j'ai entendu avant vous, et puis suite à vos prestations et l'information que vous avez donnée, trouvez-vous aussi que pour le 4.0, non seulement qu'il va y avoir un impact global sur la main-d'œuvre, mais quand on parle d'exécuter une stratégie, on parle souvent aussi de se doter d'un leadership compétent pour le faire. Ça veut donc dire, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu ce matin, que le style de leadership des nouveaux entrepreneurs ou des chefs d'entreprise ou de ceux qui gèrent à l'intérieur de l'entreprise va devoir changer. La connaissance, tu n'as plus besoin de l'avoir en haut pour la passer en bas, parce qu'elle va rentrer de toute façon. Donc, le gars qui est en haut en poste de leadership, son rôle va changer énormément. Puis si on veut maintenir cette compétence-là qu'on va développer, ces gens-là deviennent clés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis 100% d'accord. En fait, quand on dit qu'on veut faire un changement, il faut être un moteur de changement. Puis moteur de changement, ça ne veut pas dire qu'on pèse sur le gaz. Ça veut dire c'est le moteur, il faut que tu bouges, il faut que tu le fasses. Fait que, oui, je pense que la compétence du leadership doit changer de façon importante. Il faut être capable de montrer l'exemple, il faut être capable de le faire, il faut être capable d'embarquer avec eux, puis il faut être capable de montrer que ça s'apprend. Puis, je prends l'exemple de Pierre, c'est un modèle pour ça. C'est qu'il s'est dit, regarde, il faut que ce changement-là arrive, puis il s'est acheté des livres, il a appris, il a étudié, puis c'est ça le modèle du moteur de leadership. Il faut montrer l'exemple. Puis oui, je suis d'accord à 100%. C'est pas juste de dire on le fait de même, c'est on le fait de même, voici comment. Puis faites-le avec moi. Puis c'est là que le monde embarque. Puis ils ont le goût aussi d'apprendre à faire ce changement-là, puis à opérer ce changement-là. C'est intéressant ce que Danny dit, parce que c'est quelque chose qu'on a fait chez nous. On achète des livres, puis c'est maintenant du mandatory reading pour tout le monde. Pas juste pour les employés, mais pour la haute direction principalement. C'est quoi le 4.0? On a une bibliothèque de livres maintenant qu'on force les employés à lire, évidemment sur leurs heures personnelles, parce qu'on ne va pas payer pendant qu'ils font ça, en tout cas on est cheap. Là. Mais quand même, c'est une édition. L'autre affaire qu'il faut comprendre chez nous, c'est qu'une fois que tu as créé une connectivité, qu'est-ce que tu fais avec la bébite que tu appelles aujourd'hui un superviseur? C'est une très bonne question. Tu sais, on parle tu sais, le superviseur, c'est parce que l'information n'est pas disponible à l'employé. Donc, à cause de ça, tu as besoin de quelqu'un qui va faire de la traduction du boardroom jusqu'au plancher, puis ça s'appelle le superviseur. Puis si tu fais de l'argent, il est bon, puis si tu ne fais pas d'argent, il n'est pas bon. C'est comme ça c'est toujours été de même qu'on a travaillé. Aujourd'hui, tu sais, on parle de faire de la supervision active. Moi, j'ai eu des discussions là-dessus, puis j'ai dit, pourquoi je veux faire de la supervision active? Moi, je vais éliminer la supervision. Je vais amener l'information à l'employé. Je veux que l'employé s'auto-supervise, qu'il prenne des décisions. Je vais passer ce job-là avant celle-là. J'ai un problème technique, je vais résoudre mon problème technique. Je vais faire un gain de productivité parce que je vais faire ce geste-là. C'est là où je m'en vais. Là. Les superviseurs n'en ont plus besoin. Donc là, on en a un dans toute l'entreprise. Puis là, on a des chefs d'équipe. C'est notre transition, c'est ça. Mais tout à l'heure, on n'a même pas besoin de chef d'équipe. On va avoir la supervision active par des réseaux connectés. Dans la présentation de bonjour, dans la présentation de M. Proto de APN, le game changer, c'est quand il a été reconnu comme une organisation en haute technologie. Sa valorisation a triplé, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est votre objectif, puis c'est quoi votre stratégie pour vous rendre là? Oui, la réponse est oui. I want that money. Mais regarde, à la base, on vient de changer notre vision puis notre mission. Notre vision c'était d'être le meilleur producteur de trains d'atterrissage au monde. Okay, c'était ça notre vision. Aujourd'hui, notre vision, ça dit quelque chose de parabole, paraphrase, c'est par notre système manufacturier intelligent, produire des trains d'atterrissage. Donc, produire des trains d'atterrissage est même plus important. C'est le widget, c'est le système manufacturier intelligent qui va de notre valeur de l'entreprise va venir de ça. Donc, ça, c'est la première.
Notre mission, c'était assez intéressant, cette histoire-là. Notre mission, avant, c'était de fabriquer des trains d'atterrissage. Simple comme ça. Notre mission aujourd'hui, c'est simplifier et automatiser la fabrication de trains d'atterrissage. Savez-vous comment est-ce qu'on est arrivé à ça? C'est parce que j'expliquais ce que je voulais, puis j'expliquais. On débattait, une mission, vision. Tout le monde pense que c'est stupide, ce genre de discussion-là, mais c'est tellement fondamental à ce que tu vas devenir. Là, un de mes directeurs se lève la main et dit, finalement, j'ai bien compris, là, tu veux qu'on fasse des trains d'atterrissage comme McDonald's fait des hamburgers. Je disais, bingo! Tu viens de comprendre, mon homme. Là, on est parti. On décolle. Donc, c'est ça. Moi, je vais aller une étape de plus. L'exemple que je vais donner, en fait, j'ai 2-3 exemples, mais comment Facebook, quand ils achètent une compagnie, ils ont acheté une compagnie il y a 4-5 semaines, ils ont payé 10 millions, il y a 4 personnes qui ont travaillé dessus pendant 4 semaines, un logiciel, un code qui vient s'intégrer dans Facebook. Pourquoi ils décident de payer 10 millions pour 4 personnes puis une ligne de code? Bien, ça revient exactement à ce que M. Proto a dit. C'est quoi? C'est que sa valorisation de sa business, c'est plus ses machines, parce que Facebook, là, ça vaut des... Tu sais, à matin, je regardais Microsoft, Google, puis Facebook, là, les 3 ensemble, puis Apple, là, les 4 ensemble, là, ça vaut des trilliards de valorisation boursière. C'est clair qu'ils n'ont pas des... tu sais, Google, ils n'ont pas 600 milliards de serveurs puis de machines dans leur parc partout, là. Comment on les valorise? C'est la capacité qu'ils ont de valoriser les données. Fait que tantôt, il y a une question qu'il y avait, comment vous faites pour valoriser les données? Bien, qu'est-ce qui fait qu'APN vaut 3 fois plus cher? C'est sa capacité à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il a répondu? Bien là, je vais commencer à vendre mes data que je prends sur mes machines. Fait que là, son business model, il vient de changer, là. Il ne fabrique plus des pièces, il vend les données sur sa machine. Fait que là, éventuellement, là, fabriquer des pièces, pour lui, ça va être une commodité. Ça va être un outil pour générer des datas, pour vendre des datas plus chères que ce qu'il vend ses pièces. Fait que ces pièces, à un moment donné, là, ils vont coûter à rien à faire. Ils vont être gratis. Il va les vendre pareil, tant mieux pour lui, mais ces pièces, ils ne vont rien coûter parce que sa valeur ajoutée de sa business, ça va venir des données qu'il va vendre. Fait que toute la beauté de cette transformation-là, elle vient de là. Comment, comme business, on arrive à mettre en œuvre une valorisation de données qui fait que la valeur de notre business est basée là-dessus plus que sur ce qu'on fait. Puis notre process, c'est un périphérique à générer des données. J'ai une question pour Pierre. Pierre, tu viens de nous dire que vous avez revu votre vision stratégique, puis vous voulez devenir, comment tu as dit ça, vous voulez être un parfait champion dans la fabrication de trains d'atterrissage, ou quelque chose de semblable. C'est bien ça? Oui, c'est ce qu'on veut dire, c'est par notre système manufacturier intelligent. Parfait. Pendant plusieurs années, puis je pense que c'est encore valable, on pensait que d'aller capturer davantage de valeur puis la croissance naturelle d'une entreprise, c'était de rehausser ses capacités d'intégration. Donc, on fait des pièces, on fait de l'assemblage, puis éventuellement, on s'en va dans le design. Est-ce que, quelque part, down the line, Alta Précision va devenir un futur héros DevTech et va s'imposer dans le design et la fabrication de trains d'atterrissage? Non. Non, je pense pas. Je pense que l'évolution d'Alta, là, je vais peut-être en surprendre, puis peut-être mes partenaires aussi, s'ils étaient ici dans la salle. Je t'écoute. C'est ça que tu me dis. On jase en chum. Donc, non, la vision que j'ai, moi, c'est une compagnie que j'avais partie avant de me joindre à Alta qui s'appelle IM4, Intelligent Manufacturing 4, for you, for me, for aerospace, for whatever. Je pense que la valeur de l'entreprise, ce ne sera pas le fait qu'on fait des trains d'atterrissage ou même qu'on s'intègre verticalement dans le food chain pour en faire un peu plus puis un peu plus large, mais le fait d'avoir une recette connectée, une stratégie qui gère la mesure des écarts partout, à l'employé, à la supervision, au boardroom, aux achats, etc. Partout dans l'entreprise, tu as un système qui mesure l'écart et prend action sur l'écart. Donc, c'est une roue qui n'arrête pas de s'améliorer. Ce recette-là, c'est ce que je pense quand je dis un système manufacturier intelligent. Elle est portable. Elle est portable dans toutes les industries, que ce soit de la pharmaceutique, faire des souliers,
cette bébête-là, c'est le futur d'Alta, à mon avis. Donc, je suis rendu loin, là. Je suis un gars qui a fait, depuis 16 ans, je suis dans l'aéronautique. Depuis 1 an et demi, je suis chez Alta, un leader dans les trains d'atterrissage. Puis déjà, j'abandonne le fait que mon futur, c'est pas dans le train d'atterrissage ou dans l'aéronautique, c'est dans la conquête de la planète, en étant dominant, en ayant une recette qui se transporte. Puis là, la discussion que j'ai eue avec Guillermo sur ce sujet-là, mais c'est quoi notre point de sortie? Parce que dès que tu as une recette qui drive une rentabilité de 40 de BAYA, peux-tu dire qu'il n'y a pas une compagnie sur la planète que tu ne peux pas acheter? Regardez APN, là. Regardez Yves, il a fait plein d'acquisitions dernièrement, pas toutes dans le même secteur. Il batauge de gauche à droite, mais il fait toujours la même recette. C'est la recette qui devient intéressante. Donc, il y a 2 points de sortie. Donc, soit qu'on continue à acheter plein d'autres entreprises, puis qu'on prend la recette, cette culture-là, cette façon de penser-là, qu'on la transpose dans d'autres industries qui sont en difficulté, puis on les rehausse, puis on fait plein d'argent comme ça, ou on se fait acheter par Google. Parce que pourquoi pas Google? Tu sais, ces gars-là, qui auraient pensé qu'ils seraient dans l'automobile, mais aujourd'hui, ils vont être plus gros dans l'automobile que Ford ou toutes les autres. Là. Ils s'en viennent là avec l'auto qui se conduit tout seul. Là. Donc, tu sais, je pense que c'est ça. C'est pour ça que notre mission, notre vision, c'est aujourd'hui, c'est pas axé sur le train d'atterrissage, mais c'est axé sur le système manufacturier intelligent. La recette, cette amalgamation de toutes ces idées du 4.0, toutes ces technologies-là, que ce soit Internet of Things, Big Data, etc., fait en sorte que tu crées une recette qui a de la valeur, la valorisation techno que Yves parlait. Salut. Les constats qu'on a faits dernièrement avec les entrevues qu'on a faites dans les entreprises qui ont entrepris le virage 4.0, puis je ne vais pas me rendre nécessairement à une critique de la chaîne d'approvisionnement en aérospatial, mais on voit que tout le monde travaille en silo beaucoup. Puis ça m'amène à... C'est un peu dans le même sens la question que Martin a posée. L'intégration de tout ça. Tout le monde va développer dans leur coin l'industrie 4.0, mais est-ce finalement, on va dépenser des sous quand on pourrait se parler davantage, puis commencer à travailler mieux ensemble, puis peut-être commencer à vendre justement ce que vous avez créé pour les plus avancés? Juste qu'en pensez-vous de cette idée-là? Moi, je suis ouvert au partenariat. Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous donner un petit secret. J'ai présenté à l'Institut de technologie du Québec. C'est le rassemblement des leaders de IT. Puis moi, je comprenais qu'il y avait un avantage à me rencontrer parce que je suis quand même un gars assez intéressant. Mais je me suis posé la question avant d'aller les voir. What's in it for me? Okay. Puis je suis arrivé à la conclusion que soit que c'est des compagnies d'IT qui vont devenir des manufacturiers ou des compagnies de manufacturiers qui vont devenir des compagnies d'IT. Donc, c'est le mariage des 2 industries qui est en train de se passer avec le 4.0. Puis la question, c'est « Which one will I be? » Je suis entré dans une petite compagnie, une incubatrice à l'ETS, parce que je me garde une porte de sortie. OK? Puis je fais affaire avec les petits kids, ils sont brillants, il y en a peut-être même un dans la salle, habituellement ils me suivent dans les conférences, mais ils sont brillants les 4. Ils ne connaissent rien au manufacturier, là, mais ils veulent développer, puis ils sont pleins d'idées, puis ils sont pleins de choses. Donc je me dis, c'est peut-être ça ma nouvelle compagnie, mon spin-off. Mais il faut que je devienne une compagnie d'IT, puis je ne connais rien à l'IT. Donc, c'est ça ma préoccupation. Donc, oui, la collaboration, mais pas juste dans la même industrie, mais je parle d'une collaboration qui est beaucoup plus large avec l'industrie de l'IT. Encore une fois, je ne suis pas un fan des consultants. J'ai déjà été un consultant, puis je ne m'aimais pas. Donc, je pense qu'il faut avoir cette volonté de partager, puis même échanger d'équité entre 2 entreprises, s'il faut, pour créer la vision que tu viens d'identifier, celle de la collaboration. Mais il y a plein d'espace pour ça, c'est sûr.
Je vais rajouter deux éléments. En fait, je pense qu'il y a quand même une collaboration dans l'industrie. Là. Le fait qu'il y a ça aujourd'hui, on est pas mal tout du monde de l'industrie, puis on en parle, puis on essaie de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On se parle avec Pierre. Oui, il y a de l'équité, mais même s'il n'y en avait pas, on se parlerait, puis on essaierait de s'assurer d'avoir des projets qui peuvent être transversaux. J'ai des relations avec Meloche, j'en ai avec Aviar. On a des projets qu'on essaye de mettre transversaux pour pas qu'on fasse les deux ou les trois le même projet, mais qu'on ait des projets qui peuvent se partager éventuellement, puis dire, regarde, moi j'ai développé ça, toi tu as développé ça, on les échange. Fait que ça se fait pareil dans l'industrie. Puis dans le même lien que Pierre a dit, j'ai donné l'exemple que moi, ce qui m'avait inspiré, mettons, chez Apple, quand j'étais allé là, au début, bien, dans cette optique-là, aujourd'hui, puis on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu, moi, ce que je recherche présentement, tu sais, on s'en va dans un monde de data. Bon, qui sont les entreprises aujourd'hui qui managent le plus de data à travers le monde? Bien, c'est qui? C'est Microsoft, Google, Facebook, ainsi de suite. Quels sont les employés les plus en recherche dans ces entreprises-là? C'est quoi? C'est des ingénieurs de données ou des data scientists? Bien, moi, c'est ça que j'engage, là. C'est ce que je cherche. Parce que la journée que tu as des data, tu veux des gens qui sont capables de mâcher ton data, mettre de l'intelligence dedans, puis après ça, coacher tes équipes à utiliser efficacement ces algorithmes-là puis ces data-là. Fait que la collaboration est transversale entre nos industries, puis on est chanceux à Montréal avec les centres de recherche en intelligence artificielle. Je pense qu'on a un pas en avant, puis il faut être capable d'utiliser ça puis de l'importer dans notre industrie aéronautique le plus vite possible. Je pense que c'est un levier qu'on a, puis il faut s'en servir. Merci. Merci à tout le monde. Je pense que c'est... Oui, c'est fini. Parfait. Merci tout le monde. Merci.